J'ai l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé. Je n'arrive pas à me souvenir de qui m'en a parlé en premier, ni comment. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, pour une seule raison. Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive et n'est jamais revenue. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais jusqu'à peu de temps, je n'avais aucune idée de qui elle était, ni comment elle avait vécu. Jeanne, c'était pour moi, et peut-être aussi pour beaucoup de sa descendance, la déportée de la famille. Dans ma famille, après la guerre, certains avaient décidé de devenir communistes. D'autres, 30 ans plus tard, d'aller vivre en Israël. On ne parlait pas de Jeanne. Les circonstances même de sa déportation ont toujours été troubles. Un tabou familial, un tabou français. Jeanne est née en 1884 et a été assassinée en 1943. Elle avait déjà 58 ans quand elle est morte. Avant de mourir, Jeanne a eu le temps d'être une grand-mère. Jeanne s'est mariée, a eu des enfants. Peut-être que Jeanne faisait du vélo, de la piscine, du cheval. Peut-être qu'elle adorait faire du shopping en fiacre. Conduisez-moi au printemps, s'il vous plaît. Lire le journal dans son lit ou aller à l'opéra. Elle détestait peut-être sa voisine du dessus et aller dîner chez sa belle-mère en traînant des pieds. Ah non, pas encore un déjeuner chez ta mère. Peut-être. Peut-être, mais cela je ne le savais pas avant de commencer mon enquête. La Shoah est comme une grosse tache noire, douloureuse et indélébile, et s'octroie le monopole des souvenirs. Même ceux qui n'ont rien à voir avec elle. C'est pour cela que l'été dernier, lorsque Rachel, une cousine qui vit en Israël, m'a parlé d'un livre de recettes qu'elle avait chez elle et qui avait appartenu à Jeanne, que Jeanne avait écrit, j'ai pensé pour la première fois, Jeanne cuisinait. Jeanne a eu une vie. J'ai pensé, avant d'être morte, Jeanne était vivante. À la recherche de Jeanne, épisode 1, une série de Zazie Tavissian réalisée par Solène Moulin. Mon grand-père parlait très peu. Avant de mourir, il a voulu que je l'interviewe. C'était logique que ce soit moi qui le fasse. Après tout, c'était moi qui posais des questions à la famille. Moi qui remuais le passé à coups de gros micros envahissants. Mon grand-père voulait parler de lui, mais surtout ne pas parler de lui. Il me répétait qu'il voulait témoigner de la grande histoire. Ça m'énervait qu'il ne veuille pas vraiment se livrer. J'aurais voulu qu'il me parle enfin de ce qu'il avait ressenti, de ce que ça avait pu faire pour lui, petit garçon, d'un coup, d'être pointé du doigt, de porter l'étoile jaune, de devoir se cacher, d'être loin de ses parents. J'avais envie qu'il me dise la tristesse d'avoir perdu sa grand-mère déportée. Cette grand-mère qui écrivait dans son carnet comme il était beau, qui lui écrivait des lettres pleines d'amour. Paris, 30 juin 1939. Petite précision, là, c'est Nathalie qui joue Jeanne. Toutes les lettres et archives qu'on entendra sont des vrais documents écrits par Jeanne que nous avons retrouvés. Mon trésor chéri, je suis désolée de te savoir malade. Heureusement que tu as une maman qui guérit vite et bien tous les enfants. Elle ne te laissera pas faire d'imprudence et tu seras guérie pour les vacances. Papa doit avoir le temps de te servir de garde-malade. Je suis très fière du succès de ses élèves. Félicite-le pour moi. Tu vas encore grandir. On grandit toujours quand on a eu la rougeole. Que vont dire les jumeaux à leur retour? Je t'embrasse bien fort sur tes bonnes petites joues. Grand-mère Jeanne. Je voulais le secouer, mais mon grand-père, comme beaucoup d'hommes de la famille, était silencieux. Il ne faisait pas de vagues. Comme beaucoup de gens après la Shoah, il a choisi le silence. Sans doute pour faire face à une réalité insupportable. Et ça m'énervait. Je n'ai interrogé mon grand-père que 2 fois. Je ressortais des interviews tristes d'avoir trop insisté, d'avoir voulu lui tirer les verres du nez. Je me sentais conne avec mon enregistreur. Mais après tout, c'est lui qui voulait parler. Il est mort trop tôt. Le même jour que Johnny Hallyday, mais en silence, comme il avait vécu. Avant, il m'a parlé de son enfance, de la guerre et un peu de Jeanne. Et ton père, du coup, il te parlait de sa mère de temps en temps? Oh, oui.
Elle était réputée pour avoir un caractère en particulier. C'était quel genre de femme? C'était une grand-mère. Oh, mais il y a différents types de grand-mère quand même. Bon, c'était un peu une grand-mère gâteau. C'est-à-dire qu'elle vous préparait des bons petits plats et elle vous faisait... On fait des petits déjeuners dans la tradition suisse. Ça veut dire quoi, tradition suisse? C'est qu'il y avait beaucoup de chocolat? Non, c'était, je sais pas, des cafés au lait, des tartines, des bonnes choses. Je me rappelle, c'était des bons petits déjeuners. Dans le livre de Jeanne, qui se trouve en Israël, il n'y a pas de recette de petit déjeuner. Mais il y a beaucoup de recettes françaises, avec du beurre, de la crème et du beurre, et de temps en temps, très très rarement, il y a des recettes qui nous laissent deviner que Jeanne était juive. Gâteau de semoule, gâteau de riz renversé, pudding aux fruits confits, boulettes, tarte à la moelle, pâté de foie gras, mousse de pomme, tamal, charlotte russe, carpe farcie, écailler et vider une carte, manier un morceau de beurre avec persil, champignons hachés. Il faut que la farce ne soit pas trop épaisse. Fameux! Ladies and gentlemen, welcome to Tel Aviv. It is 4:05 p.m. local time. The temperature is 33 degrees. Thank you and have a great time in Israel. Là, c'est moi qui arrive en Israël. Je n'ai pas spécialement de lien avec ce pays. Mon grand-père, que vous avez entendu, communiste, était plutôt du genre à aller manifester pour la Palestine. Jeanne n'y a jamais été. Mais 3 de ses petites filles sont parties y vivre et tous leurs enfants sont nés là-bas, sont nés israéliens. J'ai voulu y aller car c'est là que se trouvait le livre de recettes. Et Rachel, grâce à qui cette histoire a commencé. Je voulais cuisiner ces recettes avec la famille et cuisiner la famille avec ses recettes. Pourquoi tu veux faire l'épée de nonne, Rachel? Parce que ça me fait rire. C'est drôle de préparer quelque chose à manger qui s'appelle l'épée. La seule chose, je crois, que j'ai entendue, c'est qu'elle était déportée. Et I shut down, je ferme quand j'entends des histoires de la Shoah, Holocauste, parce que c'est trop pour moi. Et je pense que j'ai jamais demandé trop de questions parce que la mémoire de la guerre, c'était toujours la première chose qui était mise sur la table et ça me dégoûtait vraiment. Et tout ça, je voulais juste manger, être contente et pas entendre des histoires horribles de guerre. Ouais. Et toi, t'es qui par rapport à Jeanne? Mon grand-père et son fils, comment on dit? C'est un arrière-grand... Et c'est un arrière-petite-fille? Ouais, c'est un arrière-petite-fille. Et c'est toi qui as trouvé le livre de recettes? Ouais, alors c'est pas moi qui l'a vraiment trouvé, mais c'est moi qui étais très excitée pour ce trouvaille. On peut dire ça? Trouvaille, pour ce trouvaille. En fait, mes parents l'ont trouvé, je crois, il y a 4 ans. Et ils ont ramené les cahiers parce qu'ils savaient que ça va vraiment me faire contente. Parce que, tu as vu, il y a pas mal de choses de la famille qui sont restées comme des photos, des lettres. Et ils savaient que c'est un morceau d'histoire qui me plaira vraiment parce que j'aimais toujours la nourriture et la cuisine. Et j'ai étudié être chef et pâtissière et je travaillais dans des restaurants et j'écris comment on dit, blog de nourriture? Non, de cuisine. Ouais, blog de cuisine. Alors, ils ont ramené ces cahiers et je voulais faire quelque chose avec. Quand on s'est rencontrés, je t'ai raconté. J'ai faim, en fait. On est parti faire les courses avec Rachel. On est entré de boutique en boutique et on a fait quelques pauses pour manger. Des boreks au fromage avec du piment et du lait fermenté et des sandwichs indiens préparés avec du houmous par une jeune chef israélienne. Ces mélanges semblent peut-être un peu étranges, mais c'était vraiment trop bon. Qu'est-ce que tu achètes ici, toi? Tous les épices. ואני אקח גם חלב שקדים אחד. On va jamais cuisiner. Jamais dire midi. Si, on n'a pas de choix. Okay. Tu te rappelles que je t'ai raconté cette histoire? Rachel m'a re-raconté l'histoire de son prénom. Ses parents, religieux, avaient décidé de l'appeler Rana.
en hommage à Jeanne. Mais la mère de Rachel, Marianne, portait déjà comme deuxième prénom Jeanne. Et dans la tradition juive, il est interdit, du moins mal vu, de nommer un bébé d'après le nom d'une personne vivante. Les parents de Rachel l'ont donc appelée Rachel et ont découvert, quelque temps après, en retrouvant les papiers de mariage religieux de Jeanne et Raphaël, que le deuxième prénom de Jeanne était Rachel. Ce qui est amusant dans ce récit, c'est que pour Rachel, cela était le signe d'un lien fort avec Jeanne. Karmatique, comme elle dit. Très karmatique Et que tout au long des reportages, j'ai découvert que beaucoup des descendants de Jeanne se trouvaient des points communs avec elle. Une façon d'être attachée à elle. Je crois que c'est dans Ça, celui-là. c'est là, Il me semble peut-être. avec la belle écriture. Ok. Artichaut à boulette. Pédonon. Nadim Sel Nazira. On prend un peu d'eau dans une casserole avec un peu de sucre. On délaye dans cette eau sucrée de la farine. קצת מים בסיר ומרתיחים עם קצת סוכר על האש. Jusqu'à ce que cela devienne très épais. מערבבים פנימה קמח, אט-אט, עד שזה נהיה מאוד מאוד סמיך. On laisse refroidir et on ajoute 4 œufs. נותנים לבלילה להתקרר ומוסיפים... On mêle le tout, puis on prend sur le bout d'une cuillère de cette pâte et on en fait des pennon que l'on fait frire. On dresse sur un plat et on les saupoudre fortement de sucre. Et c'est prêt. Alors on commence. Alors je rajoute la farine, tu vas la farine. rajouter d'un coup. Tu veux que je la rajoute? Toi, tu préfères la mettre d'un coup? Qu'est-ce que tu dis, Jeanne? On va... Pas de farine. Pas de farine. Viens, on va faire ça comme elle a dit. Est-ce que tu as vu le menu de mariage de Jeanne? Non. C'est des trucs très chics. Menu de Jeanne et Raphaël. Consommé Victoria, bisque d'écrevisse, paupiettes viennoises, chromeski à la royale, truite saumonée sauce genevoise et sauce hollandaise, filet de bœuf Rossini, caille fraîche au laitue braisé, sorbet au sherry brandy, marquise au champagne, chapon de houdan truffé, perdreau glacé Stuart, salade, asperges d'Argenteuil sauce mousseline, glace rose blanche, dessert, vin Saint-Émilion en carafe, Barzac en carafe, eau sauterne, Château Margaux Piléwil, Musigny, Louis Roederer frappé, liqueur. Waouh! C'est fou. Bon, j'ai pas tout compris au menu, mais j'ai été super impressionnée. On aurait dit un menu de roi et de reine. Un menu fastueux pour célébrer le mariage de Jeanne avec Raphaël Veil le 26 mars 1906. Ce jour-là, Jeanne Ullmann, née le 5 juin 1884 à Genève, fille d'Amélie Moïse et d'Edmond Ullmann. Jeanne Ullmann, Gémeaux, deuxième décan, ascendant vierge, Jeanne Ullmann est devenue Jeanne Veil. Comment ses parents juifs, originaires d'Alsace-Lorraine, étaient arrivés là? Pourquoi Genève? Quelle enfance a eu Jeanne et comment a-t-elle rencontré Raphaël? Ça, je vous le raconterai plus tard. Pour le moment, je suis toujours à Tel Aviv, chez Rachel. Je sais qu'ils étaient très parisiens et français comme manière de vie, mais aussi ils avaient un peu de relation avec leur origine juive et ashkénaze. Ça se voit des cahiers parce qu'il y a beaucoup de recettes qui sont très françaises et tout d'un coup tu as les kneidalach, les petites boulettes de matzot et tu as le gefilte fish et toutes des choses qui sont comme ça. Je voudrais savoir si elle fumait des cigarettes. Et si elle aimait la cuisine, alors j'imagine qu'elle était un peu comme nous, mais il y a 100 ans. Ça veut dire qu'elle aimait beaucoup de choses. Elle était très, très joyeuse comme ça. Elle aimait beaucoup la vie. Elle mangeait bien, boire bien, être avec des amis, rigoler, parler, écouter de la musique, des choses comme ça. C'est des choses toujours que je trouve avec les gens qui aiment bien la nourriture, que la joie est importante pour eux, aussi s'amuser bien et se régaler. Et aussi parce qu'elle était riche, c'est quelque chose que je ne réussis pas à imaginer. Quelle vie elle avait
comme quelqu'un qu'elle avait des servantes ou des trucs comme ça. C'est bizarre à imaginer. C'est trop loin de notre vie ou de ce qu'on connaît. J'imagine aussi qu'elle avait très peur parce que c'était du temps que rien n'était certain. Mais la vie était très fragile. Je sais pas, mais... Ouais. Je vais essayer de faire une première parce que je crois que l'huile, il est chauffé. Première paix. Bon, j'adore ça. Les trucs frits. C'est trop bon. Regarde. C'est hyper bien. C'est hyper bien réussi. Mais peut-être c'est parce que il y a beaucoup d'air dedans que ça s'appelle des pédonones. Ah oui. Non. Ouais. Peut-être. Trop élégante on est nous deux. Je pense. Jeanne aurait été fière de nous. Comme une Parisienne bourgeoise. Je crois qu'elle était très contente de savoir que ses arrière-petites-filles, elles partent de paix pour s'amuser. En réalisant ce reportage, j'ai compris qu'il y avait ce que chacun savait de Jeanne et ce que chacun avait imaginé d'elle. J'ai aussi découvert tout un tas d'archives sur Jeanne, des documents variés dont je n'avais pas le quart de l'idée du nombre avant de commencer cette enquête. Des journaux intimes, des lettres d'amour. Je me jette à ton cou et t'embrasse 1000 et 1000 fois. Des rapports de police. Madame Weil a été arrêtée le 7 août 1942 à Paris. Des documents sur sa déportation. Renseignements sur le non-rentré. J'ai tiré un fil et j'ai été submergée par Jeanne. « 80 ans après que l'on ait voulu faire disparaître Jeanne, j'ai découvert qu'il existait partout, à Paris, à Jérusalem, à Dijon, au mémorial des anciens combattants de camp, des traces de Jeanne. Et que le plus dur ne serait pas de parler de Jeanne Weil, née Ullmann, mais d'en dresser un portrait juste et nuancé. Pas le portrait d'une héroïne, comme on est souvent tenté de le faire pour les personnes disparues en camp de concentration, mais celui d'une femme dont la vie singulière, mais banale, a pris un autre sens quand elle s'est heurtée à l'histoire avec un grand H.